Benoît Decelle, rappelez-nous un peu votre parcours, sachant qu'il est très long, donc il va falloir faire bref. Oui, j'ai commencé par le kung-fu, en fait, parce que j'ai tout de suite été séduit par Bruce Lee dès les années 75-76. Donc, je voulais absolument pratiquer son kung-fu, chose impossible évidemment à Paris. Donc, j'ai commencé par le kung-fu traditionnel et à la fin des années 70, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur chinois qui arrivait de Hong Kong, qui parlait très mal le français, mais qui avait un kung-fu absolument décapant. Puis, il m'a offert la possibilité d'aller à Hong Kong, rencontrer son propre professeur qui s'appelait Carter Wong, et qui lui avait connu Bruce Lee, s'était entraîné avec lui pendant dans 2 ans, 71-72 à peu près. Et donc cette personne-là m'a entraîné en kung-fu et puis m'a surtout ouvert aussi les portes du sport de l'époque qui embrasait un petit peu toute la planète, donc tout ce qui était combat libre, debout, le kickboxing contre les Japonais, contre les Thaïlandais, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le cercle sportif en faisant des combats donc en Asie, après aux États-Unis en kickboxing, en full contact et en boxe anglaise en Europe, et puis aussi bien sûr en Muay Thai directement à Hong Kong, en Asie. Quelle est la jeunesse de ce livre, Stratégie martiale? Alors en fait, Stratégie martiale est le 3e livre. J'ai fait donc 2 premiers livres qui s'appellent Jeet Kune Do, tome 1, tome 2, où je plaçais déjà un parallèle avec l'art de la guerre, avec les manœuvres militaires. Je faisais déjà cette première chose-là. Dans le tome 2, j'ai d'ailleurs un cahier un petit peu plus épais par rapport à ça. Et je m'étais dit qu'un jour, il faudrait vraiment que je fasse, que je déploie en fait au maximum sur un seul bouquin toutes ces possibilités-là de liaison entre les deux mondes, le militaire et puis le martial, sportif et puis défense. Donc je suis parti sur cette idée-là. En même temps, ça répondait à un besoin, parce que j'ai fait le constat que 30 ans après avoir arrêté la compétition, j'ai l'impression que les gens n'utilisent pas plus la stratégie, en fait, les idées tactiques qu'il y a 30 ans. Ils cherchent toujours des solutions dans la technique et dans la préparation physique. Alors que pour moi, il est évident que la stratégie militaire, une certaine intelligence combative, c'est vraiment la solution aujourd'hui, alors que les gens ont une préparation physique extraordinaire, des techniques, tout le monde les connaît, donc ils ont vraiment le même niveau partout. Comment vont-ils faire la différence? Et ça a été ça le moteur du livre. Quelle a été votre logique d'écriture pour cet ouvrage? Passionné d'histoire, j'ai très rapidement fait le lien donc entre les manœuvres militaires et puis ce qui était important, ce qu'on pouvait utiliser en fait au niveau sportif et au niveau de la défense. Donc je me suis demandé aussi est-ce que les connaissances des grands commandants de l'histoire, en partant d'Alexandre le Grand jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ces connaissances-là est-ce qu'on pouvait se les approprier? Est-ce que c'était pas des gens particulièrement spéciaux? Est-ce qu'on peut se les approprier? Et ensuite, est-ce qu'il est possible en fait de les appliquer sous pression, au niveau du combat, je veux dire, pas de la démonstration technique. Voilà. Donc ce sont les 2 questions de fond du livre. À partir de ce moment-là, j'ai dégagé ce qui était important de comprendre, pourquoi ces gens avaient pu agir, rester froids et extrêmement, je dirais, ils avaient la possibilité de réfléchir alors qu'ils recevaient des boulets, ils étaient sous les flèches, etc. Donc comment ils ont pu faire fonctionner leur néocortex, analyser pour trouver des solutions adéquates. Donc ça partait en fait de capacités physiques. Donc je me suis intéressé à l'être humain parce que finalement c'est lui qui est au centre. Donc dans la construction du livre, en fait, j'ai commencé par parler qu'est-ce qu'un être humain, comment il fonctionne, comment ces 3 cerveaux cohabitent dans le même crâne, comment ça fonctionne, enfin, au niveau émotif, au niveau mammifère, au niveau reptilien, voilà. Donc j'ai planté le décor, ce qui permettait ensuite de mieux aborder le développement, ensuite guerrier que j'ai pu faire à travers les différents grands chapitres, défense, attaquer, contre-attaque, l'effet de surprise, etc. Donc j'ai d'abord planté le décor pour comprendre comment fonctionne l'être humain et ensuite j'emmène le lecteur en fait à travers les grands thèmes qui vont lui permettre de comprendre certaines réactions et ensuite de se dire est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que je suis capable d'appliquer ce type de connaissances-là? Et voilà, donc ça a été le cheminement. Et puis je termine avec une conclusion qui récupère un peu tout l'ensemble, dont une citation de Laborie qui dit « Tant qu'on n'aura pas expliqué à l'être humain comment fonctionnent ces 3 cerveaux, on ne changera jamais rien dans la société. » Voilà. Donc la boucle, en fait, était vraiment bouclée. C'est l'être humain, c'est lui qu'il faut comprendre vraiment à la base. Et donc j'ai commencé par lui. Et ensuite, le militaire. Stratégie martiale fait 460 pages. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser ce projet? J'ai mis 9 ans.
Il y a 9 années d'écriture qui couvrent 35 années d'expérimentation sur la stratégie militaire et la stratégie sportive en fait. Donc 35 années, ça ramène en fait aux années 80 où je m'entraînais, je faisais beaucoup de sparring partner avec des gens qui étaient bien meilleurs que moi. Peter Cunningham, l'américain, Pascal Leplat, le français. Voilà, donc j'étais en fait amené et poussé à trouver des solutions. Ces solutions en fait contre des gens plus rapides, plus puissants, mieux classés que moi, c'était justement d'aller chercher une certaine intelligence, je dirais stratégique et tactique. Donc déjà à ce moment-là, c'était ma solution pour pouvoir m'en sortir. Et donc j'ai poussé en fait l'expertise à travers 35 années. Et donc le livre, c'est le résumé, je dirais, un peu comme un doctorat. 9 années d'écriture, mais sur 35 années d'études. Vous analysez des stratégies militaires de 80 batailles célèbres, de l'Antiquité à la Deuxième Guerre mondiale, en passant par les guerres napoléoniennes. Comment rapportez-vous ces enseignements à la pratique martiale, au sport de combat? Je répondrai en citant donc de grands chevaliers ou de grands commandants. Par exemple, Bertrand du Guesclin, qui disait « Il ne peut pas y avoir d'attaque sans surprise ». Donc déjà surprendre l'adversaire. Napoléon avait un credo qui disait « Étonner par la vitesse et vaincre par suite de cet étonnement ». Donc voilà, on l'a tout de suite en fin de compte. Il disait aussi aller au-devant de l'adversaire ou des adversaires le plus vite possible, les surprendre avant qu'ils se réunissent et les battre en détail, c'est-à-dire les uns après les autres. Voilà, on a déjà tout de suite la configuration d'un contre plusieurs qu'on peut avoir donc en agression de rue. Donc il y a plein de choses comme ça. Patton disait par exemple ne prenez pas conseil de vos peurs, l'ennemi se fait plus de soucis que vous. Voilà, donc ça c'est aussi l'état d'esprit, je dirais. Je citerai aussi Guderian qui disait l'efficacité d'une arme dépend de la parade adverse à un moment donné. Ça c'est extrêmement puissant, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. Dès l'instant qu'on lance un jab par exemple ou un coup de pied, la valeur du coup de pied, son efficacité va vraiment dépendre de la réaction en face. Donc on n'est plus à faire des techniques tout seul, on est tout de suite en relation avec l'autre. Donc le pont se fait. Ces gens-là, qu'ils soient 150 000 sur un champ de bataille ou qu'on soit un face à face par rapport dans un ring ou dans une arène, c'est exactement la même chose. On va jouer de la même façon avec les mêmes idées parce que le dénominateur commun, c'est l'être humain. Donc on joue toujours de la même façon, qu'il soit sur sa colline à donner des ordres, ou qu'on soit à la fois soi-même le général et le soldat, c'est-à-dire le penseur et l'exécutant. La liaison, le pont pour moi, ça a toujours été évident. C'est extrêmement étroit, et le militaire et le martial. Militaire veut dire martial d'ailleurs. Voilà, pour moi c'est une évidence, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Nous parlons d'un livre que nous n'avons pas encore vu. Pourrions-nous le voir? Bien sûr. Le voici. Donc, parlant de stratégie martiale, c'est précisément une globalité, c'est-à-dire ce qui fait que l'être humain est capable d'appliquer ces idées-là, quelle que soit la discipline, qu'elle soit dans les arts martiaux traditionnels, la défense de rue ou les sports de combat pro, en fin de compte, parce que le dénominateur commun, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien sûr, c'est toujours l'être humain. Merci Alain. Merci Ludovic, merci beaucoup.